Europe Matin, Patrick Cohen. Merci de nous suivre, merci de nous être fidèles. Le journal vous est présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce sera l'une des images de la journée. Nouvelle opération coup de poing des salariés de GMS, l'équipementier automobile. Nous serons avec eux dans un instant. Les autres titres, Jean-Philippe. Ça tangue chez FO. Jean-Claude Mailly a-t-il été chahuté après la présentation de la réforme du Code du travail? Nous poserons la question. Inquiétude en Guadeloupe. L'ouragan Irma se rapproche. Il vient de passer en catégorie 4. Le Venezuela à Paris. Emmanuel Macron a reçu l'un des principaux opposants au président Maduro. Et puis un navigateur au milieu des glaces. Yvan Bourgnon s'est fait peur, très peur, sur la route du Groenland. 8h15, Daniel Fasquelle, l'ancien maire du Touquet, député du Pas-de-Calais, candidat à la présidence du parti Les Républicains, sera mon invité. C'est l'heure baroud d'honneur, le retour des salariés de GMS, l'équipementier automobile. Ils se battent toujours pour l'avenir de leur usine de la Souterraine dans la Creuse. C'est jeudi que la justice rendra sa décision sur l'offre d'un repreneur, le concurrent GMD. Une opportunité exceptionnelle, dixit le gouvernement. Seulement les salariés, eux, ne partagent pas vraiment cet enthousiasme. 120 emplois seulement seraient préservés, 120 sur 277. Résultat, les t-shirts bleus, comme on les surnomme, ressortent fumigènes et cornes de brume. Ils font route actuellement vers l'usine PSA de Poissy, en région parisienne. Et vous êtes avec eux, Martin Fenot. Oui, le convoi vient de faire un arrêt à mi-parcours. Et Gilbert a repris sa place au fond du bus. L'ouvrier secoue ses collègues qui somnolent sur leur siège. Le chef, il dort souvent, alors on le réveille. Parce qu'on va pas dormir quand même. Il est interdit de dormir. Le premier qui dort, on le réveille. C'est interdit. Il faut être combatif. Il y a une lutte à faire pour garder nos emplois. Je vais peut-être partir, moi ou mes collègues. Je ne veux pas partir avec rien. Dans le véhicule de tête Yann Augras, le syndicaliste prépare l'opération. Blocage de l'usine Peugeot et slogan. Il réclame de l'argent pour les salariés licenciés. Ah mais c'est bloqué jusqu'à quand qu'on se foutra sur la gueule avec l'État, avec les CRS, avec qui tu voudras. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Il y a forcément une fatigue puisque ça fait 10 mois qu'on est dans la lutte. Mais il faut pas qu'on lâche, parce que si on lâche, c'est la mort du petit cheval. C'est la mort de l'entreprise une bonne fois pour toutes. Donc il faut qu'on se serre les coudes et puis qu'on envoie la sauce. Le plan, c'est de déployer tentes, tables devant les barrières d'entrée du site. La capitale est encore à 2 heures de route pour les bus. Et derrière, des ouvriers arrivent en renfort au volant de leur voiture. Martin Fenot en route pour le site de PSA à Poissy, dans les Yvelines. Restons dans l'actualité sociale avec cette question. Jean-Claude Mailly s'est-il fait recadrer par sa direction? Le secrétaire général de FO, plutôt conciliant, on s'en souvient, lors de la présentation de la réforme du Code du travail la semaine dernière. Jean-Claude Mailly qui refusait de participer à la manif du 12 septembre prochain, organisée par la CGT. Bien, écoutez ce qu'il a dit hier soir chez nos confrères de BFM. FO, c'est pas une armée derrière un seul homme ou une seule femme. C'est pas ça. Il y aura des gens de FO qui seront dans les manifestations le 12 septembre. Le bureau confédéral de FO dit non, pas le 12 septembre. Mais il y en a qui iront. FO, c'est pas derrière un piquet et on suit tout le monde. Voilà, FO, ce n'est pas une armée derrière un seul homme. Bonjour Olivier Samin. Bonjour Jean-Philippe. Clairement, on assiste là à un changement de ton. Ce fut même plutôt tendu hier lors de la réunion de la commission exécutive du syndicat. Oui, des débats qui ont duré de longues heures hier, ponctués par les interventions musclées de certains membres de la direction élargie. Dans une déclaration de 17 lignes adoptée à la sortie par 28 voix contre 5, la commission exécutive acte, c'est vrai, l'obtention de certaines garanties dans les ordonnances, mais très vite, le texte dénonce certains points de la réforme qui constituent une régression sociale et qui sont en tant que tels inacceptables, ce qui conduira FO à voter contre dans les différents organismes officiels qui doivent être consultés dans les jours qui viennent. Ce n'est pas tout, la direction élargie de FO considère maintenant qu'il faut examiner les possibilités de recours juridiques contre les ordonnances et estime qu'il est important que les confédérations syndicales puissent échanger rapidement entre elles sur la situation. Alors officiellement, FO continue à ne pas appeler à manifester le 12 septembre avec la CGT et Solidaire, mais par la suite, rien n'est dit. Et je peux vous dire qu'il y aura des militants FO dans les cortèges mardi prochain, la Fédération des transports notamment, et plusieurs unions départementales en province. Décryptage signé Olivier Samin du service économie d'Europe 1. L'inquiétude en Guadeloupe, l'ouragan Irma approche, il vient de passer en catégorie 4, il y en a 5. Des mesures de protection sont mises en place, les écoles notamment sont fermées. On se prépare aussi à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'ouragan devrait atteindre les côtes la nuit prochaine avec de forts risques d'inondation. Europe 1, 8h04. Également dans l'actualité de ce mardi, un suspect toujours interrogé après la disparition de la petite Maëlys, poursuivi pour enlèvement et séquestration. Il continue de nier face aux enquêteurs. Et ce matin, c'est son frère qui prend sa défense. C'est la première fois qu'on l'entend
Aude Vernuccio vient de le joindre en exclusivité pour Europe 1. Pour moi, mon frère est innocent à 100 000 %. On marche sur la tête. Je connais mon frère, je sais qu'il est incapable de ça. On n'a jamais eu aucune histoire avec les gamins ou je sais pas quoi. Il voulait voir les chiens, basta, les enfants, on ouvre, tac, vous voyez, il n'y a rien, on sort, merci, au revoir, et voilà. Il n'y a rien de tordu dans ce qu'ils racontent. Ils ont trouvé un bouc émissaire, ils l'ont pris, prison, merci, au revoir. Et par contre, moi j'ai une question. Le deuxième enfant, il est où? C'est qui? Il y a 50 000 questions qu'il faudrait lui poser. C'est cet enfant, je suppose, qui pourra y faire toute la vérité sur cette histoire. Le frère du principal suspect dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys, joint ce matin par Aude Vernuccio. Une dictature qui tente de se survivre, c'est ainsi qu'Emmanuel Macron a dénoncé le régime de Nicolás Maduro au Venezuela. Et un nouveau signal fort hier, le chef de l'État a reçu à l'Élysée l'un de ses principaux opposants, le président du Parlement, Julio Borges. Il est en tournée actuellement en Europe pour trouver des soutiens. Il s'agissait d'un problème local, désormais mondial, dit-il. Déjà plus d'une centaine de morts au Venezuela et on ne compte plus les arrestations arbitraires. Exemple tout de suite avec ce jeune étudiant qui remue ciel et terre pour faire libérer sa mère. Elle est détenue depuis plusieurs mois par les services de renseignement. Elle a envoyé une lettre à son fils qui s'est empressé de la diffuser sur les réseaux sociaux. Charles Carrasco nous raconte son histoire. Louis reçoit un coup de fil le 11 mai dernier. Sa maman vient d'être arrêtée par des militaires, accusée de trahison à la patrie. Depuis plusieurs mois, cette gérante d'un magasin de lunettes vient 2 fois par semaine amener vêtements et aliments aux prisonniers politiques. Lisbeth, 51 ans, est depuis en détention à l'Hélicoïde, le siège des services de renseignement à Caracas. Elle a raconté à son fils l'enfer de ce haut lieu de la répression. Dans le bureau où elle se trouve, il y a beaucoup de prisonniers politiques qui arrivent. Plusieurs fois, elle a entendu les tortures et des cris. Les fonctionnaires des renseignements les menacent pour obtenir les informations dont ils ont besoin. C'est une véritable torture psychologique pour elle d'entendre tout ça à l'intérieur de la prison. Louis a un droit de visite 1 fois par semaine. Même si sa mère dit n'avoir pas subi de torture physique, il est inquiet. Lisbeth est atteinte d'hépatite C et d'hypertension. Louis a donc décidé de mettre entre parenthèses ses études pour sa mère et trouver, comme elle le faisait pour les autres prisonniers politiques, les médicaments dont elle a aujourd'hui besoin. Charles Carrasco. C'est une mesure passée quasiment inaperçue au creux de l'été, mais elle est importante dans la lutte antiterroriste. Un méga fichier de renseignement. Il concerne des centaines de milliers d'emplois et plus seulement dans les aéroports ou les sites nucléaires. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Salomé Legrand. Bonjour. Le fichier est mis en place par le ministère de l'Intérieur. On parle d'emplois sensibles et manifestement la notion est très vaste. Et oui, prenons un exemple. Vous êtes électricien et vous allez brancher des câbles pour un grand concert au Stade de France. L'année dernière, votre employeur pouvait vous y envoyer sans plus de formalités. Désormais, il va devoir demander une accréditation au ministère de l'Intérieur qui va vérifier votre passé et votre profil avant de vous autoriser l'accès ou non sur les concerts, les grands événements sportifs. C'est vrai également que vous teniez la buvette ou même si vous faites l'accueil dans les loges. Ces vérifications ont été étendues aussi au métier des transports, par exemple à la SNCF, dès lors que vous intervenez sur l'aiguillage ou la vitesse d'un train. Alors Salomé, face à l'ampleur des vérifications, ce méga fichier ACRED, c'est son nom, ce fichier est censé faciliter la tâche. Et oui, jusqu'à présent, l'enquête était faite quasi artisanalement. On vérifiait si vous n'aviez pas de casier judiciaire ou bien une fiche S. Maintenant, le ministère va entrer le nom dans cette immense base et tous les fichiers de police dans lesquels vous êtes inscrit apparaîtront. Et alors là, j'imagine que ça pose problème pour la CNIL, notamment Salomé. Elle a émis des réserves, elle ne remet pas en cause la légitimité du fichier, mais elle s'interroge sur sa proportionnalité. Je vous explique. Pour apparaître dans l'un des fichiers, il suffit d'avoir eu un simple conflit de voisinage, même si vous avez été mis hors de cause depuis, même si vous y apparaissez en tant que victime. Autre exemple, vous n'avez pas payé votre impôt ou votre pension alimentaire, votre nom peut ressortir également. Et la CNIL pose 2 questions. Est-ce que vous représentez pour autant une menace ? Et est-ce que les agents du ministère de l'Intérieur auront le temps d'aller suffisamment dans le détail avant de trancher, d'autant plus que parmi ces données figurent parfois les opinions politiques et religieuses. Qu'est-ce qu'on vous dit au ministère de l'Intérieur ce matin ? Eh bien, on les a interrogés. Ils expliquent que le fichier est en cours de déploiement et qu'il est trop tôt pour s'exprimer. Vis-à-vis de la CNIL, le ministère s'est engagé à faire des vérifications complémentaires, sans préciser pour l'instant comment il allait s'y prendre. L'enquête du 8h signée ce matin, Salomé Legrand.
Europe 1, 8h11, Patrick Cohen. La suite du journal de Jean-Philippe Ballas. François Hollande, président, mais d'une fondation cette fois. C'est aujourd'hui que l'ancien chef d'État prend officiellement les rênes de La France s'engage, le nom de cette fondation qu'il avait initiée en 2014 et qui veut mettre en avant les initiatives jugées d'intérêt général, tout avec un label. François Hollande sera présent physiquement demain dans les locaux à Paris. En profitera-t-il pour tacler à nouveau l'action d'Emmanuel Macron ? Les paris sont ouverts, Maxence Lambrec. Promis, juré, l'ancien président ne parlera que de sa fondation demain. Pas de commentaires politiques lors de sa visite des locaux. Sa nouvelle attachée de presse semble catégorique, mais on imagine mal comment François Hollande réussira à résister à la tentation, vu son attitude au Festival d'Angoulême il y a 15 jours. Entre deux remises de Légion d'honneur, un aller-retour en Corrèze, quelques spectacles, l'ancien président suit en permanence l'actualité politique. Il continue de déjeuner avec des journalistes, de recevoir des élus, de feuilleter toute la presse, sauf que beaucoup de socialistes n'ont plus envie de l'entendre. Je n'ai pas le sentiment qu'il manque beaucoup aux Français, tacle au PS Emmanuel Morel. Alors pour trouver face à lui à coup sûr une assemblée chaleureuse, intéressée, François Hollande va s'expatrier. Il donnera bientôt une série de conférences à l'étranger, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Il sera au Portugal début novembre, puis à Dubaï. Mais contrairement à son prédécesseur, tout cela sera bénévole, précise son entourage. Il n'a pas changé. François Hollande cherche encore à se distinguer de Nicolas Sarkozy. Maxence Lambrec du service politique d'Europe 1. Il est l'heure de retrouver Daniel Fortin du journal Les Échos. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Ce matin, vous nous parlez de l'absentéisme chez les fonctionnaires territoriaux. Il progresse encore 8% l'an dernier, d'après les DRH des grandes collectivités locales. Et vous nous dites, Daniel, que c'est une dérive qui coûte cher. Oui, Jean-Philippe, on l'évalue à 2000 € par agent. C'est le coût de ces absences pour l'État. Et surtout, on n'arrive pas à enrayer leur progression. En 10 ans, l'absentéisme a augmenté de plus d'un quart. Et surtout, il représente quasiment le double de celui que l'on constate dans le secteur privé. Alors, évidemment, il ne faut pas stigmatiser ces fonctionnaires, car beaucoup effectuent des tâches pénibles qui peuvent justifier des ennuis de santé plus nombreux qu'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il existe d'autres indicateurs qui laisse quand même planer un sérieux doute sur la gestion du personnel dans cette fonction publique territoriale, celui du temps de travail, par exemple, relevé dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Il est en moyenne de 1562 heures par an chez les agents locaux, c'est-à-dire très en dessous des 1607 heures réglementaires. Donc ça, c'est le constat. Daniel, on a bien compris. Quelle solution concrètement ? Alors, il y en a une qui essaie de bâtir les collectivités, c'est d'obtenir une mesure fiable des raisons pour lesquelles les arrêts maladie sont si nombreux. Mais il y en a une autre beaucoup plus polémique qui consisterait à redéployer certaines tâches. Vous avez vu par exemple que les départements et les communes ont beaucoup protesté ces derniers jours contre la diminution des emplois aidés que veut engager le gouvernement. Or, à la lumière des chiffres que l'on vient de donner, il y a peut-être des réserves de fonctionnaires disponibles qui pourraient facilement y suppléer. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. De la voile maintenant, d'habitude il n'a peur de rien, mais cette fois vous allez l'entendre, Yvan Bourgnon a eu la frayeur de sa vie. Le navigateur tente actuellement le passage du Nord-Ouest entre l'Alaska et le Groenland. 7500 km dans le Grand Blanc, à bord de son petit catamaran de 6 mètres, prisonnier des glaces. Bon, ça va mieux à l'heure qu'il est, mais quand même, Corinne Boulou a pris des nouvelles d'Yvan Bourgnon. C'est la première fois de ma vie que je navigue avec la peur au ventre, à me dire que je pouvais me faire broyer par les glaçons à n'importe quel moment. Un jour, j'ai vu la banquise comme ça qui arrivait droit sur moi et qui allait me plaquer sur les cailloux. Et in extremis, il a fallu que je fasse 4 tentatives pour enfin y arriver et passer dans des trous de souris qui sont à peine plus larges que le bateau. Donc j'ai eu l'impression d'avoir réussi un peu l'impossible là. Je ne vous cache pas que pendant les 18 jours où j'ai attendu, je commençais un petit peu à désespérer, à me dire que c'était pas raisonnable. Et voilà, maintenant j'y crois, j'ai le moral qui est revenu. On va y arriver. Voilà, respect total pour monsieur Yvan Bourgnon, joint par Corinne Boulou. Merci, c'est fini. C'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Merci Jean-Philippe. Europe 1.